Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai quitté mon sud très ensoleillé pour vous, mais vous êtes quelque part une nouvelle forme de soleil. Donc je suis content de vous rencontrer, je vous remercie d'être venu, et puis je remercie bien évidemment prioritairement mes hôtes, qui ont eu effectivement cette gentillesse de m'accueillir. Gentillesse d'accueil et logique de rencontre dialectique, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes bases, on n'a pas forcément les mêmes territoires d'interrogation, et à la fois sur la longue histoire et sur le temps présent, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est très intéressant de ne pas être totalement d'accord. Et la rencontre plurielle, la rencontre de dialogue, c'est une rencontre d'intelligence. Et il faut toujours se rappeler, puisque je vais rappeler ce qu'est la trajectoire de Marx, pour comprendre effectivement méthodologiquement la réalité des luttes de classe qui sont aujourd'hui le temps présent. Un des premiers textes de Marx de 1842, qui est un texte qui est contre la censure, est un appel à la rencontre, au dialogue et à l'intelligence. Cette problématique de l'anti-censure, qui sera reprise par Rosa Luxembourg, qui sera reprise sous une autre forme par Simone Veil ou par George Orwell, elle est simple. L'intelligence, c'est la rencontre plurielle avec l'autre, dans sa différence, dans sa contradiction, et surtout dans la bienveillance méthodologique de l'accueil. Donc, contre la censure. Pourquoi contre la censure? Parce que toute censure, par essence, dit Marx, vient dissimuler le fétichisme de la marchandise et le mensonge constitutif de l'imposture étatique. Dès qu'il y a censure, quel que soit le sujet, vous savez que c'est le fétichisme de la marchandise, que c'est le mensonge étatique, que c'est le mensonge marchand. La vérité, elle est toujours dans la rencontre plurielle, le dialogue et la transparence. Donc je suis très content d'être avec des gens qui ne partagent pas mes opinions, parce que précisément dans cette rencontre, dans cette ouverture et dans cette intelligence, on chemine et on apprend tous. Par rapport à ça, je voudrais rappeler un certain nombre de pistes essentielles, parce que connaître, comprendre, c'est quelque chose qui est à la fois évident et non évident. Vous avez un texte de Hegel dans la Science de la logique qui est repris par Marx dans le livre 2 du Capital, et les deux formulations sont sensiblement les mêmes. Elles sont riches et elles sont importantes. Je vous demande de les méditer, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute votre vie. Hegel et Marx disent sensiblement la même chose. Si l'apparence et l'essence des choses coïncidaient, le savoir critique serait superflu. Donc le savoir critique, c'est précisément la réalité des profondeurs qui permet de comprendre que la vérité de l'apparence et la vérité de la vérité ne coïncident pas, et que, à partir des apparences, ce que Hegel appelle l'en-soi premier, ce qui est là, saisir la réalité profonde, c'est tirer le fil de l'en-soi qui nous amène au pour-soi de l'essence des choses, au pour-soi de l'essence des choses. Et donc, il y a une richesse contradictoire à mettre en marche entre l'apparence et l'essence, et c'est cette richesse-là qui nous permet de devenir intelligents, plus humains, en situation de vraie conscience historique. Qu'est-ce qui fait la différence entre la conscience et la conscience vraie, la conscience fausse et la conscience historique? C'est que la conscience historique vraie comprend le tout du monde dans le mouvement historique de ce qui produit l'intégralité du parcours historique de l'humanité, du paléolithique au néolithique et du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que je comprends le tout, que je comprends chaque singularité. C'est même au niveau individuel de chacune de nos existences que la position doit se trouver. C'est parce que j'ai une exacte compréhension du monde de la totalité que je peux comprendre la totalité de mon monde. Tant que je ne comprends pas le devenir de l'histoire mondiale, je peux faire 45 ans de psychanalyse narcissique sur mon nombril apeuré, je n'avancerai pas. Je suis un être historique, et toute mon affection est historique. L'émotion humaine est une émotion historique. Et c'est parce que je comprends l'histoire dans laquelle je suis né et dans laquelle je deviens, que je comprends qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et ça n'est pas un savoir doctrinaire. C'est un savoir de radicalité, c'est ce que les présocratiques appelaient le logos, c'est ce que Marx appelle la conscience critique, c'est ce que Hegel appelle le savoir vrai. Il y a deux savoirs. Il y a le savoir narcissique, faux,
de projection, c'est-à-dire que vous êtes anthropologue, vous êtes sociologue, vous êtes économiste. Dans la longue histoire des savoirs aliénés de la valeur d'échange en mouvement, se sont construits des savoirs d'appropriation externe. L'anthropologue construit une grille de lecture et va effectivement, à partir de cette grille de lecture, analyser les séquences, les compositions de ce qu'il rencontre. Mais c'est le contraire de ce que nous ont appris les présocratiques. La vérité, pour le savoir statique, pour le savoir aliéné, c'est une projection. Qu'est-ce que la vérité? C'est une adéquation entre le sujet et l'objet. Les Grecs, les présocratiques, ce que Hegel et Marx ont poursuivi, ont une vision complètement différente du savoir. Le savoir, c'est le logos. Le logos, c'est cette rationalité infinie du monde qui n'est pas simplement la cohérence logique des choses, mais qui est la parole. Le logos est à la fois la parole de celui qui veut comprendre, et il est à la fois la logique de ce qui fait le mouvement historique mondial universel. À quel moment le logos de celui qui parle est en relation d'exactitude, non pas parce qu'il construit un outil qui s'appelle le savoir à travers des méthodes externes à son objet, mais parce qu'il intègre l'objet dans sa réalité de sujet, dans une relation dialectique qu'il épouse. La dialectique, dialectikos, c'est le mouvement réel des choses dans leur infini parcours de déploiement. Et quand je dis quelque chose, ma parole, mon logos, n'a du sens que s'il épouse adéquatement la réalité historique mondiale dont il parle. Donc, contrairement à tous les savoirs statiques qui constituent la grande orchestration aliénatoire des savoirs universitaires classiques qui se sont constitués au fur et à mesure que le capitalisme s'est élaboré, le vrai savoir est une immanence. C'est pas une extériorité qui vient dire le monde, c'est l'automouvement du monde qui vient se dire en nous. Et c'est là où il y a une opposition radicale dans la première internationale entre Marx, penseur communiste, et les écoles socialistes doctrinaires. Les écoles socialistes doctrinaires, Cabet, Considérant, Proudhon, Blanqui, tout ce que vous voulez, sont des hommes qui plaquent sur le monde un système doctrinaire. Face à l'infinie misère des hommes, il faut trouver une solution laboratoire, il faut trouver une adéquation, une recette pour transformer le social à travers un projet. Ça, c'est le savoir doctrinaire aliénatoire qui n'est pas le logos vrai. Le logos vrai, c'est le mouvement réel de l'histoire dans sa richesse infinie que j'accueille avec une humilité infinie. Moi, Francis Cousin, je le dis toujours, je le redirai toujours, j'ai prétention à dire des choses essentielles parce que je n'ai rien à dire de personnel. Je n'ai rien à inventer, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien à vous transmettre qui ne vienne pas d'une transmission historique préalable qui est venue frapper à la tête et au cœur de mon logos. Quand Marx dit la pensée radicale communiste n'est pas une découverte, ça n'est pas une invention, ça n'est pas un système, ça n'est pas une doctrine, dans une fameuse lettre à Roug, qui doit dater de 1843, il lui dit « Le communisme n'est rien d'autre aujourd'hui que la conscience radicale qui se déploie à partir d'un vieux rêve ancien. » Mais ce vieux rêve ancien, il indique une ligne historique de très très longue durée. Pendant des siècles et des siècles, dans le temps paléolithique qui ignorait la valeur d'échange, les hommes vivaient dans des espaces collectifs qui n'étaient pas des sociétés, mais qui étaient des communautés. La grande différence entre la communauté et la société, c'est que la communauté ignore le séparé, alors que la société est structurée sur le scindé. Dans la communauté traditionnelle, celle par exemple dont César parle quand il parle des Gaulois, celle dont Tacite parle quand il parle des Germains, celle dont nous pouvons parler quand nous parlons des Sioux ou des Cheyennes, ou quand nous reprenons, j'en parlais tout à l'heure pendant le voyage avec un de mes accompagnateurs, quand les textes par exemple des franciscains et des dominicains découvrent le territoire algonquin, le territoire mohawk, le territoire abénakis, ils nous parlent de territoires de communautés qui ignorent l'État, la division, l'argent, le pouvoir, la hiérarchie, la chefferie. Et quand la révolution néolithique surgit comme grande transformation sociale, apparaît
à partir de cette valeur d'échange qui résulte du troc, une division complète de la communauté qui va progressivement périr. Alors bien évidemment en fonction des continents, des latitudes, des longitudes, les dates ne sont pas les mêmes, puisque le néolithique en Dordogne est arrivé très vite. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait encore du paléolithique en 1950. Donc si vous voulez, il n'y a pas un passage du paléolithique au néolithique universellement homogénéisé sur la surface de la Terre, en fonction des contradictions du temps historique. Certains espaces l'ont connu très vite, d'autres espaces connaissaient encore le paléolithique il y a un siècle. Donc il faut comprendre tout ce mouvement-là. À partir du moment où l'être a été brisé en sa singularité, parce que la pluralité, l'universalité de la communauté était brisée, on est passé dans le champ civilisationnel des sociétés. Et à partir du moment où a émergé la société, le divisé de la communauté a produit les classes et les luttes de classe. Toute l'histoire depuis l'émergence du néolithique est une lutte de classe permanente entre ceux qui détiennent les espaces matériels et symboliques du pouvoir et de sa reproduction et ceux qui le subissent. Et on y reviendra tout à l'heure, les Gilets jaunes, c'est la grande lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste qui renaît, après que 68 ait été écrasé par le gauchisme de la marchandise. C'est le retour au réel de la lutte de classe que sociologues, anthropologues, économistes enterrent rituellement tous les 30 ans en nous disant qu'une modernité nouvelle fait que la lutte des classes est terminée. Donc, dans le cadre de cette compréhension de la lutte de classe, il faut comprendre que dans la Première Internationale, vous avez des groupes doctrinaires qui créent des systèmes pour que ça aille mieux, pour que ça aille moins mal. Et vous avez Marx et Engels qui ne créent pas de système ni de doctrine. Ils reprennent ce logos radical de l'immanence qui vient du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Jacquerie paysanne, insurrection ouvrière. Dans l'ouvrage que vous avez là, en couverture rouge, commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, j'ai fait volontairement toute une série de synthèses sur les grands moments de l'histoire, où précisément le communisme revient. Le communisme n'est pas une doctrine. Le communisme, c'est notre aspiration à jouir, à vivre, à aimer, à comprendre. C'est la communion des hommes dans le mouvement de communion qui les relie au cosmos. Le communisme, bien évidemment, n'a rien à voir avec le bolchevisme, le capitalisme d'État soviétique et toutes les sectes de pourriture policière léninistes, trotskistes, maoïstes qui ont toujours fusillé le prolétariat. Marx disait toujours, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, parce que du sein même de l'époque où il positionnait les radicalités, il voyait déjà les cancrelats et les vautours de la social-démocratie qui allaient produire toute la pestilence antiprolétarienne du 19e siècle, qui produirait le camp de concentration soviétique du capitalisme d'État. Donc, comprendre que le communisme, c'est l'automouvement de notre désir, de notre jouissance, de notre conscience, depuis que le néolithique nous a brisé notre relation communautaire primordiale. Depuis que l'homme a eu cette relation brisée, il n'a pas cessé de vouloir la retrouver. Il la retrouve par des luttes, il la retrouve par le suicide. Le texte de Marx sur Peuchet et le suicide. Tous ces gens qui se suicident ne se suicident pas parce qu'ils n'aiment pas la vie. Ils se suicident parce qu'ils ne peuvent pas vivre la vie dans le monde thanatique de la marchandise totalitaire. Et ce texte de Marx sur le suicide de Peuchet est fantastique, parce qu'il montre que justement, la lutte de classe, le surgissement de la conscience, la radicalité, c'est bien évidemment le sidérurgiste de 73 qui s'insurge, mais c'est le type qui se suicide parce qu'il crie sa volonté de vivre la communauté, mais que dans le monde écrasé de la société marchande, il meurt. Donc il faut comprendre que le communisme, cette aspiration à la vraie vie humaine, à la communion des êtres, à la communion dans la nature, à la communion des jouissances, à la volupté, à la conscience, c'est notre invariant, c'est notre tradition primordiale infinie depuis le néolithique. Le Moyen-Âge est traversé de luttes paysannes incessantes. Les croisades des communaux, la guerre des paysans en Allemagne, le tocsin des églises, c'est pas simplement le tocsin de l'appareil d'État, de la féodalité, qui écrase la paysannerie. Il y a aussi un tocsin incendiaire de révolte qui, durant tout le Moyen-Âge,
à ponctuer le mouvement des jacqueries dans des incendies sociaux radicaux où la paysannerie, et c'est là la grande spécificité du temps européen, contrairement aux temps orientaux, ne disait pas simplement on veut changer le maître, on veut un autre pouvoir. La grande croisade des communeux, comme la guerre des paysans en Allemagne, c'est défendons nos communaux, à bas l'État, à bas l'argent. Elle est là la grande radicalité européenne. Et elle est là la grande radicalité européenne qui fait qu'au moment de l'internationale ouvrière, l'AIT, la première internationale, on a le manifeste communiste, l'idéologie allemande, on va avoir les Grundrisse, on va avoir le capital. Quel est le lieu du monde? Quel est le lieu du monde où la centralité radicale du comprendre de ce logos est née? C'est en Europe, dans ces années 1830-1840, où un nouveau sujet historique apparaissait, le prolétariat moderne. Et Marx n'écrit qu'en tant qu'il théorise l'expérience pratique et immanente du prolétariat moderne. Je n'invente rien, je n'ai rien à dire. Je suis simplement le stylo, le porteur d'encre qui formalise le mouvement réel. L'œuvre de Marx, contrairement à l'œuvre de Proudhon, contrairement à l'œuvre de Blanqui, contrairement à tout ce qu'il y aura après avec Bernstein, Sorel, etc., c'est pas un maniaco-dépressif qui, pour se trouver une posture narcissique, pour compenser la détresse de sa vie, construit un système. Si vous lisez le texte de Proudhon, Philosophie de la misère, on a un constructeur de système qui veut équilibrer les contradictions du capital pour une banque plus juste, pour une bourse plus juste, pour une manufacture plus juste. C'est l'utopie mutualiste et misérabiliste de l'améliorantisme. Et on a face à ça Marx qui dit « mais moi, j'ai rien à dire ». Les luttes de classe elles-mêmes, dans leur mouvement réel, nous prouvent que Proudhon, il est déjà dépassé par des radicalités qui disent « mais on ne veut pas améliorer l'argent, on ne veut pas améliorer l'État. L'État ne s'améliore pas, l'argent ne s'améliore pas. Tout ça est imposture, il faut détruire l'État, détruire l'argent. » Et c'est ça le grand projet communiste. Le grand projet communiste qui sera défiguré par la social-démocratie et défiguré par le bolchevisme, mais qui revient tout le temps. Qui revient tout le temps. En plein camp de concentration bolchevique capitaliste d'État, les marins de Kronstadt s'insurgent, et comme les communards de Paris en 1871, s'insurgent en disant « à bas le bolchevisme, à bas le capitalisme d'État, vive le communisme !» Donc, partout, ce mouvement réel, cette profondeur communiste, elle renaît et elle revient. Donc, moi, j'ai rien à vous dire qui vient de moi. Ce que je vous transmets, c'est parce que dans les années 70-80, quand j'étais effectivement un adolescent indocile, j'ai eu la chance de rencontrer des groupes radicaux qui m'ont transmis et qui avaient reçu d'autres groupes qui, dans les années 30, avaient transmis. Dans les années 30, tout le monde est parti dans la grande boucherie fascisme, antifascisme. Tout le monde s'est mobilisé pour la deuxième boucherie mondiale pour que le capital règle sa crise en liquidant sa surproduction matérielle et sa surproduction humaine. Le capital a massacré des millions d'hommes, mais il y avait des petits groupes qui disaient ni fascisme ni antifascisme, lutte de classe radicale, à bas tous les États, à bas les alliés, à bas les autres. Donc cette tradition primordiale de la lutte de classe radicale, elle n'a pas cessé à partir du néolithique sur des formes paysannes, pour après se transmettre sur des formes ouvrières, et il existe encore aujourd'hui des groupes qui transmettent ce patrimoine, mais qui n'est pas leur patrimoine de création personnelle, mais leur patrimoine anonyme et impersonnel. À bas la signature individuelle, à bas le fétichisme narcissique. Si nous avons des choses essentielles à dire, elles ne portent jamais de signature individuelle. Si vous voulez savoir si quelque chose est riche, il est toujours anonyme et impersonnel. Si vous voulez savoir si quelque chose est pauvre, il est toujours estampillé de toute une série de macrélages narcissiques avec des estampilles individuelles. Donc c'est ça le critère. Et donc là, quand je viens vous parler, c'est pas moi qui vous parle, je vous transmets ce patrimoine de compréhension des luttes de classe. Et je vais vous prendre par exemple un exemple très simple. Si je prends aujourd'hui le rapport social linguistique dans l'idéologie du capital contemporain, vous avez deux mots qui reviennent régulièrement, et en particulier dans la France des années 2000 avec les Gilets jaunes. Il y a remplacement, grand remplacement, et il y a France périphérique. Marx n'a pas écrit au XIXe siècle un parcours historique d'analyse du capitalisme du XIXe siècle. Marx
a, au XIXe siècle, dans sa compréhension dialectique du temps historique profond, écrit 4 livres sur le capital avec les Grundrisse pour démontrer comment on arrivait au capitalisme du XXIe siècle et comment les crises que le capitalisme du XXIe siècle allait connaître produiraient son auto-invalidation et donc sa crise finale. Remplacement. Remplacement. Marx a écrit Le Capital en 1868. La 7e section, 25e chapitre, porte pour titre « L'armée de réserve et la surpopulation relative ». Qu'est-ce que Marx nous dit là-dedans? Il nous dit « La dialectique du capital, dans la rénovation des formes d'exploitation, va de manière absolument incoercible vers un remplacement. Le premier remplacement, ce sera le remplacement des hommes par les femmes. Et le deuxième remplacement, ce sera le remplacement d'un ouvrier d'ici par 3 immigrés. » Il écrit ça en 1868. Pas parce qu'il a été regardé dans le marc de café, mais parce que dans Marx, il y a tout, parce que Marx a repris Hegel, qui a tout vu, et ils ont tout vu, parce qu'ils ont écouté la totalité de ce logos historique qu'ils ont accueilli avec modestie et qu'ils ont pu nous restituer. Donc, à un moment donné, il a fallu généraliser l'émancipation aliénatoire de la femme au travail de la marchandise. La féminisation du travail, c'est l'aliénation travailliste qui s'empare du corps et de l'âme des femmes. Donc, la première main-d'œuvre de secours de main-d'œuvre immigrée, ça a été la féminisation du travail qui a fait baisser les coûts. On n'a pas parlé d'émancipation féminine parce que le capital aimerait les femmes, le capital n'aime personne. Le capital, la seule chose qui l'intéresse, c'est la valorisation de ces segments de marché et des territoires à rentabiliser. On a donc émancipé la femme pour en faire effectivement, comme l'homme l'avait été en premier, une réification totale. Donc l'émancipation des femmes et la mise des femmes au travail, c'est une réalité capitaliste pour effectivement casser le coût du travail. Ensuite, l'immigration, en 1868, elle est clairement posée comme main-d'œuvre immigrée de remplacement. Donc aujourd'hui, vous avez toute une série d'esthètes qui fantasment littérairement sur le grand remplacement, mais le grand remplacement, c'est pas un tableau pictural, c'est la lutte des classes. Quelqu'un qui vous parle du grand remplacement sans vous parler de la lutte des classes, c'est une imposture. La lutte des classes permet de comprendre le remplacement, et le remplacement permet de comprendre la lutte de classe. Tout est lutte de classe. Et la mise au travail des femmes, c'est un outil de lutte de classe pour augmenter l'exploitation du prolétariat, et la mise en chantier de l'armée de réserve immigrée, c'est effectivement un outil qui a pour objet de casser le coût du travail, mais qui a en même temps pour objectif, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, de remplacer des populations à longue histoire communarde et critique par des populations qui viennent de continents où cette spécificité communarde critique n'a pas existé. Vous avez un texte sublime de Engels dans la Nouvelle Gazette rhénane, qui doit être d'octobre ou de novembre 1848. Engels fait un voyage, et il fait un voyage, c'est très bien pour nos amis suisses, de Berne à Paris. Et qu'est-ce qu'il dit dans son voyage de Berne à Paris? Il dit que la France est le centre du monde, le centre de la conscience, le centre de la radicalité, et que tout se passe là, historiquement, comme élément essentiel. Qu'est-ce qu'il dit là? Il ne fait pas une fétichisation paysagiste. Il voit les paysages, il voit le vin, il voit le fromage, il voit la richesse culturelle du nourrir. Le nourrir, c'est pas simplement manger, le nourrir, c'est une relation sensuelle, cosmique. Il voit ça, et il parle de la lutte des classes. Et il sait ce qu'il y a eu en 1848, ce qu'il y aura en 1871, que le prolétariat de France est à l'avant-garde du prolétariat européen, et que le prolétariat européen est à l'avant-garde du prolétariat mondial. Donc, cette compréhension que la lutte de classe, dans la longue histoire du continent européen, a produit une spécificité supérieure à tous les autres continents, parce qu'il n'y a que là qu'on a posé théoriquement et pratiquement l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent, dans des actes insurrectionnels massifs, est la clé pour comprendre la radicalité de ce qu'est la lutte de classe et du remplacement.
Le remplacement, il est né après la grande émeute de la grève sauvage incontrôlable de 68. Il y a toujours eu, au moment où il y avait des grèves, il y a toujours eu, au moment où il y avait des rapports sociaux conflictuels, à partir du 19e, 20e siècle, des essais de transfert de population. Mais la grande mise en mouvement du grand remplacement, elle se met en 74, suite à toutes les tractations qui a eu lieu entre le patronat et le gouvernement, pour que plus jamais la grève sauvage communarde de 68 ne revienne. Et on a la combinatoire que Marx voit en 1868. C'est mise au travail des femmes dans l'émancipation de la marchandise aliénatoire, intégration des immigrés en main-d'œuvre de remplacement. On a les deux courbes qui se positionnent dans une dialectique qui est purement hegelienne, regroupement familial, généralisation de l'avortement. Et les deux ne sont pas coexistants parce que comme ça, il y a un ricochet de chronologie. C'est la dialectique du capital dans son déterminisme absolu. Et j'ai une correspondante qui m'envoyait dernièrement un texte du Washington Post. Vous savez qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a toute une série de conflictualités autour de la contraception, l'avortement, etc. Il y a, dans le Washington Post, vous avez une tribune publiée par les 20 ou 25 plus grandes entreprises industrielles, commerciales et boursières américaines qui disent nous sommes pour l'avortement, pour la contraception de manière massive, parce que c'est très bien, ça libère la femme, c'est-à-dire laquelle? Celle de l'asservissement au travail. Et deuxièmement, ils le disent clairement, c'est très bon pour les affaires, parce que ça fluidifie les cycles. Ben oui. Donc si vous voulez, tout se tient. Et tout ça n'est pas nouveau. Tout ça, c'est compris dans la radicalité des positions du mouvement communiste radical dans la Première Internationale. Alors pareil, tout le monde aujourd'hui, depuis que 3 géographes et 2 sociologues ont découvert avec des grosses loupes empiriques la France périphérique, parle de France périphérique. Même BFM TV parle de France périphérique. Vous prenez un texte magistral de Engels qui date de 1872, qui s'appelle « La question du logement ». Qu'est-ce que dit la question du logement? Dans la domination formelle du capital, c'est-à-dire bon, le capital est né au XIIIe siècle dans sa forme capitaliste italienne, puis s'est développé, mais pendant toute la période de sa domination formelle, il ne domine que formellement le monde, puisqu'il se combine avec les antériorités qui l'ont précédé. Donc du XIIIe siècle italien à la guerre de 14, le capital, il joue une dialectique de dialogue avec les formes antérieures. Bon, par exemple, la morale. La morale au XIXe siècle, ça ne peut pas être la GPA et la Gay Pride. Pour que ça soit la Gay Pride, il faudra basculer en domination réelle. Donc le capital a 2 temps de périodisation. Il a un temps de domination formelle où il ne domine que formellement la société, et il a un temps de domination réelle où il domine enfin réellement la société à compter de 1914, et là, toute l'urbanistique va se modifier. La construction de l'espace aliénatoire, qui s'appelle l'urbanisme, va se modifier entre la domination formelle et la domination réelle. Et Engels explique, il va se constituer des métropoles de la mondialisation cosmopolite, et il va se constituer des périphéries avec le prolétariat qui, au XIXe siècle, était happé dans les centres-villes, mais qui, cette fois-ci, va être rejeté dans le périurbain. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est contenu dans les textes radicaux de la Première Internationale. Les textes de Marx et de Engels, il n'y a rien de nouveau. Je disais à une des personnes qui m'a accompagné, je lis tout. Mais je lis tout parce que je vérifie justement l'inanité de la production contemporaine. Si vous avez lu Hegel, si vous avez lu Marx, si vous avez lu Rosa Luxembourg, tout ce que vous lisez à partir de 1900 est nul. Si vous trouvez dans un bouquin qui est paru depuis 1900 quelque chose de positif, il était déjà dans Marx, Hegel et Rosa Luxembourg. Si par contre vous trouvez du nouveau, c'est la mère novatrice du capital. Tout a été dit, mais tout a été dit non pas parce qu'on décide abruptement d'arrêter l'histoire, parce que le prolétariat a surgi en 1844 sur la scène de l'histoire, dans l'entièreté de sa réalité pratique, et que les groupes radicaux de l'époque ont théorisé l'entièreté pratique de cette manifestation. Donc il se passe bien aujourd'hui dans les chronologies contemporaines des événements nouveaux, mais qui ne sont pas nouveaux
du point de vue conceptuel, ils sont nouveaux dans leur matérialisation géographique. Mais tout était contenu. Si vous lisez Hegel et Marx, vous comprenez la loi de 73, la dématérialisation monétaire, vous comprenez la colonisation et la décolonisation, vous comprenez tout ce qui fait le temps réel du capital dans son développement historique. Donc, j'insiste sur ces deux termes, remplacement France périphérique, tout était déjà là dans les textes des années 1860-1870. Donc, il n'y a rien de nouveau pour qui, dans la trajectoire de ces textes-là, bosse et creuse. Alors le problème, c'est bosser et creuser. Et là, je vais vous dire ce que je dis à tout le monde. On ne peut pas se contenter de la surface aliénatoire des choses, du visuel youtubique. C'est-à-dire que vous avez l'état du spectacle de la marchandise, vous avez l'état du spectacle de la marchandise dans sa forme la plus totalitaire, puisque la réalisation de la marchandise est faite. Mais vous avez aussi des contre-pieds qui se veulent dissidents, mais qui ne sont que des contre-états. Le problème, c'est pas d'opposer à l'état de la marchandise un contre-état de la marchandise tempérée. Bref, de sombrer dans du néoproudhonisme qui ne résoudra de toute manière rien du tout, puisqu'on va y revenir, la crise est telle que le capital ne peut plus rien donner. En 68, le capital a pu concéder une partie de la plus-value extortée aux prolétaires à travers les accords de Grenelle et une augmentation de 35% des salaires. Parce que la crise de 68 n'était que le début de la grande crise de la domination réelle. Mais depuis la crise de 2008, avec effectivement cette chimère monétaire de l'endettement que Marx a très très bien expliqué dans le livre 3, le capital n'a plus aucun moyen. Et vous avez vu que les miettes concédées aux Gilets jaunes en janvier ne jouaient pas sur la plus-value extorquée, c'est-à-dire sur le salaire vrai, elles jouaient sur des articulations fiscales qui faisaient que les prolétaires allaient eux-mêmes payer ce qu'on leur concéderait. Donc le capital est au bout de son cycle de crise, il n'a plus les moyens. Donc de toute manière, toute politique réformiste néoproudhoniste est condamnée d'emblée à l'échec. Alors je ne parle pas des RIP, des routes, des RUP, tous ces trucs-là qui étaient effectivement des hochets dérivatifs pour calmer la radicalité de la lutte de classe. Mais donc ce qu'il faut comprendre, et c'est là-dessus que j'insiste, au-delà des vidéos, celui qui ne va pas lire les textes radicaux de Hegel, de Marx, de Rosa Luxembourg et de tous les groupes qui ont positionné toutes ces articulations, il est prisonnier de l'écume des choses. Et quand on est prisonnier de l'écume des choses, on reproduit la chose de cette écume à l'infini. Donc on est dans l'à peu près. On est dans l'à peu près. J'ai eu la chance dans les années 80, 70-80, de participer à des groupes qui ont théorisé l'échec de 68. Dans ces groupes-là, nous étions parfois des centaines. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, l'impatience narcissique, les lassitudes, les lâchetés, tout ce que vous voulez, ont fait que plein de gens sont partis faire du fromage, de la poésie, du théâtre, de la guitare, du bateau. Tous ces gens-là se sont évaporés. Mais un certain nombre de gens sont restés et ont maintenu le cap de la transmission et surtout ont analysé, à partir des textes de Hegel et à partir des textes de Marx, ce qui se passait. La crise des Gilets jaunes, on l'avait prévue, nous, depuis bien longtemps. On ne l'avait pas prévue depuis bien longtemps parce qu'on aurait un cerveau plus gros que les autres, mais parce que dans notre humilité méthodologique, on savait qu'on devait s'ancrer avec modestie, travail et efficacité dans toute cette ligne de radicalité. Et donc, la crise des Gilets jaunes, elle revient aujourd'hui parce qu'il y a des cycles de lutte dans le mouvement du capital et dans le mouvement de la crise. Le capital est aujourd'hui dans une crise totale, dans une crise complète, mais il faut comprendre ce qu'est la crise. Pour les économistes, la crise, ce sont des disproportions, ce sont des déséquilibres. Pourquoi ? Parce que pour un économiste, l'économie politique, c'est-à-dire, c'est Marx qui le dit, cette merde, Marx emploie tout le temps, quand il parle de l'économie politique, de l'économie, cette merde, parce que c'est l'excrément de notre esclavage. Donc, qu'est-ce que l'économie ? C'est de la merde. Et qu'est-ce qu'un économiste ? C'est un apologiste de la merde. C'est-à-dire qu'un économiste, c'est quelqu'un qui vous explique ce qui est faux, qui a toujours eu de l'argent, qui a toujours eu des crises, qui a toujours eu des problèmes de régulation, qui a toujours eu des problèmes de monnaie, qui a toujours eu des problèmes de crédit, qui a toujours eu des problèmes... Ce qui est faux, puisque tout ça n'existait pas au Paléolithique, ça a une histoire.
C'est la longue histoire de la valeur d'échange qui s'est mise en mouvement au néolithique et qui, par ses essors, ses déploiements, ses dépliements, est devenu ce vaste système de la marchandise entre le XIIIe et la guerre de 14. Ce système, il est en crise en permanence. Et il est en crise en permanence, non pas parce qu'il a des déséquilibres fonctionnels, il est en crise permanente parce qu'il est ordonnancé sur une loi qui est sa vie, mais sur une loi qui est sa mort, qui est la baisse du taux de profit. Et la baisse du taux de profit, telle que Marx la positionne, ça n'a rien à voir avec les crétineries de l'économie universitaire sur les baisses de rentabilité et les baisses d'investissement. La baisse du taux de profit, c'est le cœur du rapport de l'exploitation. Le cœur du rapport de l'exploitation. Alors c'est très compliqué, je vous engage à lire, je vous engage à creuser. Et pour que je vous explique la baisse du taux de profit, il me faudrait 10 heures. Donc on va se contenter de 5 minutes. La baisse du taux de profit, c'est le cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est qu'un système ne tombe jamais parce que les gens veulent qu'il tombe. Le système esclavagiste n'est pas tombé parce que les esclaves ont dit un bon matin, on ne veut plus du système. Ils ont pu dire qu'ils ne voulaient plus du système parce que le système, dans sa matérialité pratique, ne pouvait plus reproduire la pratique de sa propre matérialité. S'il n'y avait pas eu une crise radicale de la rente foncière esclavagiste à Rome, Alaric n'aurait jamais pris Rome. S'il n'y avait pas eu une rente foncière objective dans la dialectique des forces productives de l'histoire au temps féodal, la révolution anglaise de 1648 et la française de 1789 n'auraient pas eu lieu. Donc, un système économique d'oppression a une naissance, il a un développement et il a une mort. Et qu'est-ce que la loi de fonctionnement? C'est que la mort est contenue dans sa naissance. Il y a une contradiction dialectique qui ne va pas cesser de se développer et qui fait qu'à un moment donné, les contradictions ne peuvent plus fonctionner. Donc quelle est la spécificité du mode de production capitaliste? C'est l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie en domination formelle et par la classe capitaliste en domination réelle. Il n'y a plus de bourgeoisie. La grande bourgeoisie Michelin qui possédait des sociétés, c'est fini. Marx a prévu tout ça et explique bien, en domination réelle, la classe capitaliste va supplanter la classe bourgeoise. Aujourd'hui, vous voyez les affaires de Carlos Ghosn avec Nissan, vous voyez bien que ça n'est pas un bourgeois. C'est la classe capitaliste qui a délégué un type qui, du jour au lendemain, peut être balayé. On ne pouvait pas balayer M. Michelin ou M. Renault quand ils étaient bourgeois et qu'ils possédaient leur entreprise. La classe capitaliste, aujourd'hui, ne possède rien. Elle est l'agent salarié du despotisme de la valeur d'échange dans une forme de configuration qui fait que, bien évidemment, elle dirige, mais du jour au lendemain, on peut la foutre à la poubelle. Elle n'a pas de pouvoir d'appropriation, elle a un pouvoir de gestion. Donc ça, c'est un grand moment du capital à partir de 14, la bourgeoisie disparaît, et à la place, on voit la classe capitaliste. Qu'est-ce qui fait fonctionner la contradiction de ce système? C'est la baisse du taux de profit. Alors la baisse du taux de profit, c'est à la fois très simple, mais c'est un peu compliqué. Donc, le prolétaire est exploité. On peut exploiter un prolétaire, mais on ne peut pas exploiter une machine. Un prolétaire, quand vous le mettez en mouvement, vous pouvez user d'une partie du temps pour lequel il va travailler sans le rémunérer. Quand vous ouvrez le bouton de la machine, vous ne pouvez pas l'exploiter. Si elle tourne 4 secondes, elle s'est usée pendant 4 secondes. Donc, les machines ne produisent pas de valeur. Par contre, le prolétariat exploité produit une valeur qui s'appelle la plus-value et qui est la différence entre la masse de valeur qu'il a produit dans le cycle et la part de rémunération qui lui est octroyée et qui est toujours inférieure à la part de valeur qu'il a produit. Le décalage entre la part de valeur qui va lui revenir et la valeur totale qu'il a produit, il existe sous la forme du taux d'exploitation, mais il ne peut pas exister pour la machine. Donc, la seule entité historique qui produit de la valeur, c'est le prolétariat humain exploité. Mais comme le système est un système concurrentiel à vocation planétaire, il est structuré sur la rencontre d'entreprises qui, sur les marchés, s'affrontent. Et pour être compétitif, il faut trouver le terrain qui permettra de vendre les marchandises au prix le plus bas. Et donc, puisque le prix d'une marchandise est déterminé par sa valeur, et que sa valeur, c'est le temps social nécessaire à sa production,
plus je produirai vite, plus la marchandise aura un prix réduit. Donc, grâce aux machines et à la productivité du travail, je vais pouvoir exploiter davantage la main-d'œuvre humaine, mais les robots, les machines ne produisent pas de valeur. Pourtant, ils deviennent de plus en plus nécessaires pour maximiser la production du travail qui, tel un vampire, vient sucer la plus-value prolétarienne. Donc le capital est dans une contradiction permanente, il est constamment obligé de se mécaniser pour produire davantage de marchandises à prix de plus en plus bas, mais en même temps, il s'auto-saborde dans la longue durée historique parce que le taux de profit ne cesse de se réduire. Qu'est-ce qu'il fait à partir du moment où le taux de profit se réduit? Il compense par la masse. Puisque le taux de profit se réduit, il faut constamment augmenter la masse. Mais augmenter la masse, ça fait périodiquement des étranglements sur le marché, des saturations du marché, et on ne peut pas vendre. Donc, pendant le 19e siècle, la domination formelle, à chaque crise majeure, on avait des guerres de colonisation qui permettaient d'ouvrir un marché nouveau, qui permettait d'écouler la surproduction. Mais quand j'arrive en 14, le marché mondial, il est partagé. Il n'y a plus de territoire à conquérir. J'ai une puissance anglaise, j'ai une puissance allemande, j'ai une puissance française, j'ai une puissance américaine. Et là, j'entre dans le cycle de la folie industrielle de la domination réelle du capital. Le capital, au 19e siècle, en domination formelle et dans les siècles précédents, il avait une dialectique organisationnelle, c'était surproduction, crise, colonisation et redémarrage. En domination réelle, ça sera crise, guerre mondiale et reconstruction. Et donc, à partir de 1914, ce sont les métropoles impérialistes du capital qui, par des boucheries impérialistes, s'autodétruisent pour faire redémarrer des cycles. La Première Guerre mondiale, c'est pas la folie nationaliste. La folie nationaliste, c'est un appareillage idéologique qui vient habiller la nécessité militaire. Ce qui a enclenché la Première Guerre mondiale, c'est qu'à un moment donné, la machine-outil, l'industrie de la valorisation allemande a mis en danger l'impérialisme anglais. Et l'impérialisme anglais, avec ses vassaux, puisque je rappelle, je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment dans le véridique rapport, rappelez-vous toujours que la France n'existe plus depuis 1815. Depuis 1815, la France est une colonie de l'Angleterre, puis après, elle est une colonie de l'Amérique. Mais au soir de la bataille de Waterloo, la France disparaît de la scène géopolitique mondiale, elle ne fera plus que des guerres pour l'Angleterre, puis après des guerres pour l'Amérique. Mais la France n'existe plus, c'est une icône virtuelle. Et que se passe-t-il à la fin de la Seconde Guerre mondiale? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ampleur des destructions est bien évidemment encore plus massive que pour la première. On va donc avoir une phase de reconstruction beaucoup plus large. Mais la baisse du taux de profit, elle continue d'être cette imprégnation contradictoire qui rend impossible le mouvement de possibilisation du capital. Et qu'est-ce qui se passe en 68? Toute la reconstruction issue de la Seconde Guerre mondiale est maintenant réalisée. Les balances commerciales européennes, françaises, allemandes et japonaises se rétablissent, alors que dans le même temps, on a une crise commerciale très importante aux États-Unis. On va aller vers une crise monétaire gigantesque. Marx a prévu l'abandon de l'étalon or, la crise de Bretton Woods. Il a prévu les accords de la Jamaïque. Il a prévu la dématérialisation monétaire de la loi Pompidou. Alors bien évidemment, il ne dit pas Jamaïque, Pompidou, etc. Mais dans le livre 3 du Capital, il explique tous les niveaux dialectiques, parce qu'il n'explique pas le 19e mais le 21e, que nous allons traverser. Et donc, en 68, on a le premier moment de la crise du capital avec l'insurrection ouvrière de la grève sauvage. Je rappelle qu'en 68, le mouvement étudiant du gauchisme de la marchandise, c'est quelque chose de très périphérique et qui vient après. Les grandes grèves ouvrières les plus violentes comme Berlier, c'est 67. Donc 68 aujourd'hui, et alors c'est très marrant, il y a une union sacrée des droitistes hermétiques et des staliniens constipés. C'est-à-dire que vous prenez toute une série de gens, ils ne vous parlent que de la grève sauvage. Parce qu'ils sont sur le terrain de la réalité. Puis il y en a d'autres qui ne vous parlent que du festival carnavalesque étudiant. Vous prenez Cohn-Bendit et Kluskar, même topo.
Pas de grève sauvage radicale. Kluskar s'attaque à Cohn-Bendit, Cohn-Bendit s'attaque à Kluskar. Mais ces gens-là n'ont pas vu la grève sauvage. Kluskar était un stalinien qui défendait la CGT, qui allait écraser la lutte dans les usines, et Cohn-Bendit, c'était le relais du gauchisme de la marchandise, qui, à partir de la défaite, allait nous amener dans la révolution capitaliste des mœurs. Donc, on a deux défenseurs du salariat, Kluskar et Cohn-Bendit, qui s'affrontent sur la manière de contrôler le prolétariat. D'un côté, on a le PCF-CGT staliniste, qui veut écraser la lutte dans les usines, et de l'autre côté, on a le gauchisme de la marchandise qui veut l'écraser dans le sociétal merdique qui va survenir. Donc, personne ne vous parle de la grève sauvage. Or, 68, c'est pas le carnaval étudiant. Le carnaval étudiant est mis en exergue par ceux qui veulent surtout pas qu'on voit la vraie lutte de classe radicale. Or, 68, c'est 10 millions de grévistes qui ne veulent pas reprendre le boulot et qui disent merde au PCF staliniste et à la CGT. C'est ça, 68. Et donc, le mouvement du gauchisme de la marchandise putride à la Cohn-Bendit, ça vient après. Mais c'est le PCF-CGT de Kluskar qui participe activement à l'écrasement de ce machin-là. Donc, il faut toujours, au-delà des débats de surface, au-delà de ce qui est mis en scène, dans les articulations médiatiques de l'apparence, toujours en revenir à la lutte de classe, parce que c'est la lutte de classe qui nous permet de comprendre les grands enjeux. Et c'est pareil pour aujourd'hui. La grande imposture sociétale du capital. Il faut faire disparaître la lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste, et on nous crée, à la suite du gauchisme de la marchandise, les écrans dérivatifs du sociétal. C'est la fameuse lettre de Debord à Bounan de 93. Aujourd'hui, le capital a 3 icônes: l'immigré, la femme et l'homosexuel. C'est-à-dire que la lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste, sous le tapis, ça n'intéresse plus personne. Par contre, il faut tous rentrer dans le sociétal, écolo bobo. Et on a maintenant la grande infection du capitalisme vert qui vient faire synthèse. Quand le capitalisme vert vous exploitera dans un équilibre écologique, vous serez effectivement en radicalité. L'écologie, c'est le capital. Économie, c'est oikos. Écologie, c'est oikos. Dans la communauté traditionnelle, il n'y a pas d'oikios, il n'y a pas d'oikia. Oikos, oikia, c'est la maison propriétarienne qui a produit l'économie. Qu'est-ce que l'écologie? L'écologie, c'est un supplément d'âme capitaliste qui est né à la fin du 19e siècle, quand les avant-gardes les plus modernistes du capital se sont dit « Merde, il faut qu'on prévoie une économisation des ressources pour protéger la rentabilisation oppressive. » Donc, un écolo, c'est quelqu'un qui veut équilibrer le capitalisme dans un mode vert. Un militant révolutionnaire, un communiste radical, il reprend les textes radicaux de Marx sur la nature, quand Marx explique que, par essence, le capitalisme tue la nature, il tue la terre, il tue l'eau, il tue l'humus. On n'a pas attendu qu'un certain nombre de gens aillent mesurer dans certains territoires l'humus de la terre. Marx, en 1868, explique que la chimie du capital est en train de détruire l'humus. Donc, si vous voulez, tout a été dit, tout a été positionné, et tout ce qui vient aujourd'hui est imposture, aliénation, servitude et mensonge. À partir de là, on comprend l'importance des Gilets jaunes. La crise de 68, lorsqu'elle est écrasée dans la modernité du gauchisme de la marchandise qui va enfin créer le capitalisme achevé, le capitalisme achevé de la contraception, de la libération des femmes, etc. C'est-à-dire le capitalisme qui s'empare enfin de nos corps, de nos intimités. Le capital de la domination formelle s'était emparé de notre force de travail. Le capital de la domination réelle s'empare de notre force de rêve et d'émotion, de notre force d'amour. La prostitution universelle est généralisée dans un acte de marchandise infinie où nous ne sommes plus que de pauvres épaves circulatoires, des restes atomisés, restes des choses. On n'est rien, on est totalement chosifié, et c'est là où Marx reprend l'expression « la merde », nous devenons des excréments du capital. Donc, à partir de là, la question centrale, c'est pas d'aménager la merde du capital, c'est de la détruire. Alors il y a des gens qui vont vous dire « Ah bah oui, mais c'est compliqué, ça c'est... Oh, mais agitez-vous pour moderniser le salariat. Agitez-vous pour modifier la bourse. D'abord, vous ne modifierez rien du tout, puis vous allez vous épuiser dans des cul-de-sac.
Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, dans la situation de la crise du capital, une lutte réformiste aboutir à quelque chose d'efficient? Il n'y en aura plus, il n'y aura plus rien. La seule réponse du gouvernement au surgissement du prolétariat des Gilets jaunes, ça a été la répression massive comme aucune banlieue de la Thune et de la Cam ne l'avait jamais connue. Alors maintenant, il faut définir ce qu'est le prolétariat. Le prolétariat, ce n'est pas l'ouvrier poisseux qui a les mains dans le cambouis. Le prolétariat n'est pas une catégorie sociologique. On ne définit pas les classes par leur niveau de revenu. Ça, c'est la bêtise du crétinisme universitaire. De 2000 à 3000 TX, de 3000 à 5000 TY, etc. Non, on définit une classe par sa place dans le rapport de production et par le fait qu'elle a un rôle historique à jouer dans le devenir mondial. Donc, dans la contemporanéité du capital, on n'a que deux classes. Le prolétariat et la classe capitaliste. Et entre les deux, il y a des couches moyennes, mais qui ne sont pas des classes. Le prolétariat est porteur de l'émancipation humaine par le communisme radical, quand au bout de la crise, il va surgir pour abolir l'aliénation marchande. Et il y a la classe capitaliste qui, elle, en tant que servilité du gouvernement du spectacle mondial, organise l'oppression industrielle, bancaire et monétaire. Mais entre les deux, il y a des couches. Les gens qui sont dans la publicité, les notaires, les avocats, les médecins, mais ce n'est pas des classes, c'est des couches moyennes. Et Marx nous dit que ces couches moyennes, elles sont constamment au cul du capital. Et vous l'avez dans la géographie réelle du mouvement social insurrectionnel des Gilets jaunes. La carte du mouvement des Gilets jaunes définit la carte de la lutte des classes. J'ai ce que Engels explique en 1872, la France périphérique du prolétariat. Et j'ai la France capitaliste des métropoles privilégiées, au centre la classe capitaliste, autour les bobos clientélisés, et encore autour les banlieues immigrées. Moi j'ai rencontré, alors je me suis pas mal occupé du mouvement des Gilets jaunes, j'ai rencontré des immigrés à titre individuel qui n'étaient plus des immigrés, qui rentraient dans le mouvement des Gilets jaunes sur la base d'une conscience de classe qui avait aboli leur provenance aliénatoire d'un temps qui ignore la radicalité des luttes de classe. Mais la masse de la population immigrée, elle a vécu ça comme un spectacle. Elle n'est pas rentrée dedans. Et ce qui était très intéressant, c'est le mouvement dans la configuration des manifestations. Plus vous étiez près des ronds-points, plus on avait une radicalité prolétarienne, et plus on allait le samedi dans les manifs, plus le temps passait, plus on était colonisé par les drapeaux du boboïsme, capitalisme vert, LGBT, le péril climatique. C'est pareil, le péril climatique. On en revient au texte de Marx de 1842 sur la censure. On a un véritable péril cosmique et biologique sur la terre, sur l'empoisonnement, sur les pesticides. Mais le climat, que faut-il être bête? Que faut-il être ignare? Tout le monde peut aller s'acheter en Champ-Flammarion le bouquin de Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat. Il y a eu des âges glaciaires au Moyen-Âge, il y a eu des âges de réchauffement. Le Groenland s'appelait même le Groenland. Pourquoi s'appelait-il le Groenland? Parce que c'était la terre verte des Vikings. Donc, vous avez un homme qui malheureusement est décédé depuis quelques années, c'est Marcel Leroux. C'était probablement un des meilleurs climatologues que nous avions. Il était interdit de télévision parce qu'il remettait d'abord tous les postulats informatiques et mathématiques qui étaient utilisés, et il disait ça ne tient pas la route. Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire changement climatique, que c'est un truisme. Ça sert strictement à rien, le climat change. Et il change à toutes les échelles de temps et d'espace. Assimiler ce changement au réchauffement climatique, c'est un raccourci extrêmement rapide. Parce qu'on n'a jamais démontré que le climat de la Terre se réchauffe dans sa globalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Ça ne tient pas la route. Mais on avait déjà eu avant le trou de la couche d'ozone. On ne vous parle plus du trou de la couche d'ozone.
Et d'ailleurs, dans le cadre des mêmes manipulations étatiques, on ne vous parle plus des boîtes aux lettres de la place du 13e arrondissement où Simone Veil a été taguée. Alors que sur cette place-là, vous avez une dizaine de caméras vidéo. On attend que les caméras vidéo soient analysées. Notre-Dame de Paris, le procureur de la République nous a dit que c'était un accident. Mais il a dit que c'était un accident avant même que les équipes de contrôle viennent. Donc si vous voulez, il y a, et là on est en plein dans Marx, le texte de 1842 sur la censure, qui reprend tous les textes sur l'indistinction, le faux et le vrai. Dans tous les modes de production avant le capitalisme triomphant, il y a eu un dialogue entre le vrai et le faux, et tous les pouvoirs, tous les États ont toujours surdéterminé le vrai par le faux. Mais il y a une innovation radicale dans la domination réelle du capital, c'est qu'on aboutit à l'inversion absolue. Là, il n'y a plus simplement une domination du faux sur le vrai, il y a une inversion totale par une dialectique aliénatoire qui résulte des processus idéologiques de la valeur d'échange. Tout le faux devient vrai et tout le vrai devient faux. Et la censure, dit Marx, elle vient là pour répondre à la question du fétichisme de la marchandise et de son secret. La section 1 du Capital s'appelle le fétichisme de la marchandise et son secret. Le fétichisme de la marchandise, c'est toute l'aliénation qui chosifie la nature, qui naturalise les choses et qui rend nos relations collectives, nos relations individuelles, nos relations de couple, nos relations parents-enfants, totalement aliénatoires et fétichistes parce qu'on ne voit dans l'autre que l'appropriation symbolique et matérielle qu'à partir de nos névroses et nos dépossessions, on vient compenser. Dans la communauté, la relation de l'homme à l'homme, elle est la chose la plus naturelle qui soit. Dans la société du fétichisme de la marchandise, elle est la chose la plus compliquée qui soit, parce qu'il y a le spectacle et la représentation entre nous tous. Donc, ce qui, pendant des millénaires, a été la chose la plus évidente, est devenu la chose la plus impossible. Le fétichisme de la marchandise et son secret, c'est ça, et au niveau politique et au niveau étatique, c'est bien évidemment que toutes les campagnes terroristes sont étatiques, elles le sont par nature, parce qu'elles viennent là répondre à la nécessité déterministe du mouvement historique, de la crise. Donc, le fétichisme de la marchandise et son secret, c'est que précisément, il ne peut pas y avoir de débat. Il n'y aura jamais de débat sur la problématique du réchauffement pour savoir si oui ou non c'est dû au CO2 ou à une problématique planétaire que, comme le roi Ladurie l'explique très bien, on rencontre régulièrement de cycle en cycle quand le Soleil, la Lune et la Terre bougent. Il n'y aura pas de débat. Donc, l'intelligence, nous dit Marx, c'est de comprendre que là où il n'y a pas de débat, il y a censure, c'est tautologique, mais il y a fétichisme de la marchandise et imposture obligatoire du terrorisme étatique. Et là, on en revient à Orwell. Orwell n'a pas écrit Hommage à la Catalogne sous la forme d'un roman. C'est un texte politique. Orwell a écrit 1984 parce qu'il a écrit Hommage à la Catalogne. Et quand il dit la liberté c'est l'esclavage, oui, la liberté c'est l'esclavage. Et la démocratie c'est l'esclavage. Mais pour comprendre ça, il faut se secouer, il faut faire un travail étymologique, il faut faire un travail historique. Que veut dire démos ? Que veut dire démos ? Pendant des centaines et des centaines d'années, dans la réalité grecque, dorienne, achéenne, etc., les gens ont vécu en communauté communiste. Ces communautés communistes vivaient sur une structuration qui s'appelle le génos. Le génos, c'est la souche. C'est la souche de vie communiste. Et cette souche de vie communiste, elle ignorait la propriété, elle ignorait le pouvoir, elle ignorait la névrose, elle ignorait la dépossession. Quand le mouvement de la valeur d'échange s'est mis en mouvement, et que par exemple, dans l'Attique classique, il a fallu réformer les territoires pour les mettre en adéquation avec le développement de la valeur d'échange, et que s'est créé ce qu'on appelle l'agora des choses, comme sur Rome, le forum. Le génos a été écrasé, éliminé. Par quoi a-t-on remplacé par le génos ? Par le démos. Mais démos, ça veut dire peuple. Mais c'est quoi peuple ? Démos, ça veut dire unité territoriale de la valeur d'échange. Donc, qu'est-ce qu'un peuple ? C'est un machin totalement aliéné, qui est sur un territoire qui s'appelle le dème, et qui est condamné à produire et reproduire la valeur d'échange. La communauté de demain, elle dit « Ah ben le peuple, il n'y aura pas de peuple.
Il n'y aura pas de démos et il n'y aura pas de démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir souverain de la valeur d'échange de manière représentative ou de manière directe pour gérer et administrer la cité qui est le lieu de la valeur d'échange. À bas la démocratie, à bas la liberté. La liberté, c'est l'esclavage, dit Orwell. La liberté, c'est l'esclavage, dit Marx dans les textes de 1844. L'homme traditionnel des communautés premières, si vous lui demandez comment es-tu, il dit je suis dans l'être. Moi, si vous me demandez ce que je veux pour mes vieux jours, je veux être dans l'être. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est l'affranchissement du génos. Il a fallu rendre les gens libres en les affranchissant du génos pour les encaserner dans le démos. Mais il faut bien comprendre que la linguistique, l'étymologie, tout ça nous dit la réalité. Pour nous abrutir, on nous parle sans arrêt de A en nous faisant croire que c'est B. On nous parle de W en nous disant que c'est Y. Faut tout réécrire, faut tout renverser, puisque la dictature démocratique de la valeur d'échange, c'est le pouvoir impérialiste du renversement. Si je ne commence pas par renverser la langue, si je ne commence pas par renverser les perceptions, ce que je dis ne peut être que crétinerie. Donc, avant de vouloir parler, avant de vouloir penser, humilité, modestie, je dois tout renverser, parce que tout ce qui m'a été transmis est imposture. Et là, au moment des Gilets jaunes, démocratie représentative, démocratie directe, mais c'est quoi ça? On va autogérer la merde de notre esclavage dans des ateliers constituants débiles où on va passer des heures à savoir comment on va organiser la misère servile. Mais on s'en fout des ateliers constituants de la misère servile. Et donc, à partir de là, le mouvement des Gilets jaunes a produit une radicalité exemplaire. Bon, moi j'avais beaucoup de contacts, j'ai vu les ronds-points, etc. Tout bougeait. Les Gilets jaunes de novembre, ils parlaient. Les Gilets jaunes de novembre, en parlant, en décembre, ils avaient été plus loin. Il y avait une radicalité qui montait, il y avait une radicalité qui montait. Cette radicalité qui montait, il a fallu la casser en deux temps. Il a fallu la casser par une répression qui n'avait jamais été vue, et puis par la pollution indolore. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les Gilets jaunes se retrouvaient de samedi en samedi, la gauche de la marchandise, qui les avait méprisés d'une manière absolument radicale, est venue les contaminer dans cette convergence des luttes réformistes de la merde capitaliste, où il fallait étouffer la radicalité extrémiste. Mais ça, c'est pas grave. Je vous ai dit que moi, j'avais vécu la fin de 68, et que contrairement à ceux qui étaient partis, moi j'étais resté. Mais on peut toujours rester, parce que l'analyse historique, l'analyse dialectique, c'est comprendre que nous sommes dans le temps 1. Le mouvement des Gilets jaunes, il est parti. Alors, il est parti effectivement des prolétaires. Alors, j'insiste bien, les prolétaires. Alors, qu'est-ce qu'un prolétaire? Un prolétaire est un homme asservi à la valeur d'échange qui n'a aucun pouvoir sur le destin de sa vie. Je suis ouvrier, je suis prolétaire. Je suis petit artisan. Je suis prolétaire. Je suis micro-entrepreneur. Même les conseils de prud'homme, qui sont la justice de classe du capitalisme, reconnaissent la requalification de plein de gens qui ont un statut d'entrepreneur, mais qui est tellement déterminé par le rapport social qu'il appelle ça du salariat déguisé. Donc il faut bien comprendre que les Gilets jaunes, c'est ce prolétariat expulsé des villes par la modernisation urbanistique du capital des années 70-80 qui constitue l'héritier historique du prolétariat de 68. La lutte des classes offensive du prolétariat, c'est la France périphérique. Dans les métropoles, on a les sociétaux, les réformistes, les réaménageurs de misère, les apôtres du capitalisme vert, les rampants reconducteurs. Donc on a tout ce qu'on veut, mais on n'a que la contre-révolution. Et le mouvement des Gilets jaunes, et la cartographie des élections qui ont suivi nous explique très bien où est la lutte des classes. Bon, moi je suis en Aquitaine, mais je suis aussi en Normandie. En Normandie, j'ai des villages périphériques prolétariens, de gens qui vivaient auparavant dans les banlieues rouennaises, Cergy-Pontoise, etc., mais qui, compte tenu des restructurations et du remplacement immigré, sont partis loin dans les campagnes. On a plus de 50% d'abstention, on a plus de 50% d'abstention, et on a jusqu'à 45-50% de vote Le Pen. Mais ils n'ont pas voté Le Pen parce qu'ils seraient simplement des gros couillons d'identitaires bornés. Il faut faire une analyse de classe. C'est-à-dire que le Rassemblement national est quelque part
une réserve que le capital a créée pour que les prolétaires qui vivent le malaise du remplacement soient canalisés. Mais moi, je discute avec des gens qui ont, par exemple, voté Rassemblement National ou d'autres qui se sont abstenus. Ils ont un sens de classe aigu. Le grand remplacement dont parlait Marx et le remplacement dont nous avons parlé tout à l'heure, ils le comprennent très bien. Ils comprennent très bien que si eux, quand ils étaient petits, ils vivaient à Paris, ils vivaient à Montpellier, ils vivaient à Marseille, mais qu'aujourd'hui ils partent à la périphérie parce qu'il y a une réalité sociale qui les contraint à partir à la périphérie. Et cette réalité sociale, même s'ils n'ont pas lu Marx, ils ont une intelligence, ils ont une émotion, ils ont un instinct, ils comprennent bien que c'est une réalité de classe. Donc la chose décisive du mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour des luttes de classe. On sait aujourd'hui, dans une cartographie précise, comment le nouvel assaut sera conduit. Il y a la périphérie prolétarienne et il y a effectivement la métropole privilégiée de la classe capitaliste, des bobos et de tous les sociétaux du capitalisme vert. Mais alors maintenant, on en revient à tout le travail que Marx et tout le travail que Hegel ont fait sur ce qu'est la dialectique de l'histoire. La dialectique de l'histoire, c'est pas un ressort. Vous appuyez pas sur un bouton, la lutte des classes démarre, paf, d'un seul coup, abolition du salariat et de l'État. Non, c'est un processus d'accouchement, c'est un processus de difficulté, c'est un processus de douleur, c'est un processus de dépassement. Il y a l'en-soi, il y a le pour soi, et il y a le retour à soi. Je fais simple. L'en-soi, c'est le degré premier de notre entité servile. On est des en-soi, on est là, posés. On est là, posés comme des objets de l'aliénation marchande. On est des prolétaires, en ce sens qu'on n'a aucun pouvoir sur la destination de notre existence. C'est le fétichisme de la marchandise qui nous programme, qui nous organise et qui nous dit, ben voilà, vous irez là. Nous sommes des prolétaires. Ce que Marx appelle des sans-réserve. Nous sommes des sans-réserve. Et le prolétariat, quand il se met sur les ronds-points, qu'il n'a pas lu Marx, qu'il ne connaît pas les groupes radicaux, ben il part avec sa tripe. Parce que la tripe, c'est le mouvement de subversion. Les conditions matérielles se précipitent dans une réorganisation chaotique du despotisme. La vie est de plus en plus insupportable. Les gens sont partis sur les ronds-points. C'est le cri primaire du ras-le-bol objectif. Mais ça ne fait pas la révolution. Il y a donc un en-soi premier qui doit apprendre dans la parole collective, qui doit se perdre et s'oublier pour se retrouver, dit Hegel, et Marx le reprend. Donc, il faut comprendre que le reflux, et je peux d'autant plus le dire que ce reflux, je l'avais prévu, et je l'ai dit à plein d'enthousiastes forcenés de décembre. Dans les groupes où je vais, il y avait plein de gens qui, en décembre, disaient « ça y est, c'est fini, un autre monde arrive ». J'ai dit « mais non, ça ne se passe pas comme ça ». Le mouvement, pour devenir révolutionnaire, doit d'abord vivre une impasse réformiste. Et c'est parce qu'il vit l'impasse réformiste du temps 1 de l'en-soi, qu'il bute, qu'il erre, qu'il régresse, qu'il se perd, qu'il s'oublie, qu'il revient. Donc le temps 1, dans la répression et dans les pollutions boboïstes des centres-villes, a été relativement canalisé et étouffé. Et vous voyez, ce matin, je l'ai mis dans un texte qui a circulé, mais je passais et la banderole dont je parlais avait été refaite. Les Gilets jaunes, aux portes de la Vendée, dans un petit village, avaient mis « Nous ne sommes plus ici, mais nous sommes toujours là ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes ici, mais nous ne sommes plus ici, mais nous sommes toujours là. Ils n'ont pas lu Hegel, ils ne connaissent pas la métaphore de la vieille taupe. Mais dans l'intelligence existentielle de leurs émotions et de leurs révoltes, ils ont compris que plus rien ne serait comme avant. Certes, le mouvement a buté entre la répression, l'attentat de Notre-Dame de Paris, la réalité de toutes les usures organisées avec les convergences de lutte réformistes des syndicats qui sont là pour écraser le mouvement, comme ils ont toujours écrasé tous les mouvements. Il y a nécessairement une léthargie, une fatigue et un désarroi. Mais c'est pas la fin de l'histoire. On est dans ce que Hegel et Marx appellent le temps 1 de l'en-soi. Et ce temps 1 de l'en-soi, avec la crise, parce que j'en reviens à la dématérialisation monétaire, la crise de la Jamaïque, après la crise de 2008, Marx a très bien expliqué tout le contenu chimérique de l'endettement.
la surproduction, elle est là. La surproduction, elle est là. Mais cette surproduction, elle ne peut pas générer de conflits militaires qui permettraient la surproduction liquidée et dépassée. Pourquoi ? Parce que les enjeux de la guerre qui produit la reconstruction se font toujours sur les puissances centrales de la technologie du pointe du capital. La Première Guerre mondiale, comme la Deuxième, c'était Allemagne, France, Angleterre. Quelles sont aujourd'hui les puissances de haute technologie ? Là encore, il faut creuser, il faut bouquiner, il ne faut surtout pas être prisonnier des vidéos sur la puissance de la Chine et la puissance de la Russie qui n'existent pas. Quand aujourd'hui vous avez un salon de l'aviation et qu'il y a Airbus et qu'il y a Boeing, il n'y a rien de chinois. Et il n'y a rien de russe. Donc ce sont des puissances qui vivent sur des richesses patrimoniales de minéraux, de réserves de gaz, ou alors, comme la Chine, avec d'énormes réserves monétaires. Mais en capacité technologique d'affrontement concurrentiel sur le marché mondial, ce qui décide de la géopolitique déterministe, c'est pas le fait qu'on produit Huawei. Donc, il faut bien comprendre que là, le capital a un problème majeur. La guerre de 14 n'avait pas suffisamment détruit, la guerre de 39-45 a pu détruire tout ce qui était excédentaire. Mais au sortir de la guerre de 39-45, il s'est positionné une configuration spécifique, c'est que l'ordre américain a absorbé ses concurrents. Je le dis souvent dans le véridique rapport, et Mitterrand le disait toujours, nous sommes en guerre contre l'Amérique. De Gaulle disait l'Amérique veut nous détruire. C'est une réalité stratégique. Le vrai combat au niveau mondial dans la géopolitique du capital, c'est le conflit entre les États-Unis et l'Europe. Donc, si l'Europe n'avait pas été asservie au sortir de Nuremberg et de Yalta, il y a longtemps que les bombardiers américains auraient détruit l'Europe. Mais ils ne peuvent pas détruire une province vassale. Donc ils utilisent l'Europe bruxelloise, qui est effectivement un porte-avions américain de dévastation, pour faire ce que leurs bombardiers ne peuvent pas faire. Mais même ça, ça ne permet pas d'écouler la surproduction. Donc on a pendant ce temps-là, nous dit Marx, toute une surproduction monétaire, toute une surproduction de chimères de crédit qui gonfle. Et donc aujourd'hui, quand la France commence à produire son PIB, il est déjà totalement gangréné par la dette. Mais c'est pas parce qu'il y a des méchants banquiers vautours. Si on ne comprend pas la baisse du taux de profit et la nécessité, justement, à cause de la baisse du taux de profit, de compenser par l'épargne ce qu'on ne peut pas vendre, on ne comprend rien. Il faut comprendre qu'en domination formelle, le capital est un espace industriel qui détermine un espace bancaire. En domination réelle, il y a une inversion à cause de la pesanteur de la saturation des marchés et de la nécessité de liquéfier la production dans des anticipations de plus-value. Il y a une inversion, c'est le crédit et la banque qui viennent déterminer la production industrielle. Il n'y a pas de complot là-dedans. Alors bien évidemment, les banquiers sont des gros cons qui complotent, mais c'est d'abord et avant tout une matrice objective qui est liée à la baisse du taux de profit et à une réalité objective qui fait qu'à un moment donné, ce que Marx montre dans le livre 3, la sphère financière s'empare de la sphère de la production réelle à cause de la baisse du taux de profit et à cause du crédit chimérique. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Donc, tout ça est absolument décisif et on est en train d'entrer dans une gigantesque crise qui va reproduire 2008 en encore plus fort. Donc, les gilets jaunes n'ont pas été écrasés et la crise du capital ne peut pas se résoudre. On entre donc dans le temps 2, qui va être le temps 2 du pour-soi, où la réalité de la dévastation industrielle, commerciale, bancaire et monétaire va remettre en mouvement des gens qui sont toujours en colère. Parce que même s'ils sont fatigués, qu'ils sont rentrés à la maison, ils ont compris l'essentiel des choses. Et un truc essentiel qui n'avait pas été compris en 68, c'est la pestilence structurelle du médiatisme. Les gens en 68, ils disaient la police vous parle chaque soir à l'ORTF. C'était très bien. Les gilets jaunes, maintenant, ils vous disent la police vous parle sur toutes les radios et sur toutes les télés. Donc il y a eu un bond qualitatif de compréhension. On sait que le média est par essence l'outil du fétichisme de la marchandise pour nous canaliser, pour nous crétiniser, pour nous asservir et pour faire de nous des épaves infinies. Donc tout ça avance. Donc il faut comprendre que dans les temps qui viennent, la crise bancaire qui n'est pas résolue, la crise monétaire qui n'est pas résolue, dit Marx, va faire retour et à partir de cet en-soi où l'esprit s'est perdu, où il s'est oublié,
On va rentrer dans le temps 2 où il va se retrouver. Et là, la lutte va se radicaliser parce que les Gilets jaunes ne vont pas refaire le même circuit réformiste idiot. Ils vont rentrer dans une radicalité supérieure qui va les rendre encore plus classe dangereuse. Donc tout ça est très très important. Et juste un mot sur la crise du capital. Vous voyez la crise iranienne, vous voyez la crise ukrainienne. Toutes ces crises-là n'ont pas pour objet la Russie. Je le redis et je le redis tout le temps, creusez le traité de Rapallo. Un traité qui avait été mis en marche dans les années 20 après le traité de Versailles. L'Allemagne n'avait plus la possibilité d'expansion autonome, puisque le traité de Versailles l'écrasait, et elle avait passé un partenariat privilégié avec la Russie bolchevique capitaliste d'État pour avoir un marché, pour avoir des extensions. La Russie de Poutine, tout comme la Chine à des degrés divers, n'a pas de potentiel technologique offensif qui fasse peur à l'ordre américain. Il y a des conflits régionaux pour des périphéries impérialistes. Mais ce n'est pas la centralité du développement de la crise du capital. La crise du capital, pour l'Amérique, c'est la destruction de l'Europe. Et la crise ukrainienne, comme la crise au Moyen-Orient, les médias et les idiots, ils regardent, ils disent « Ah, les Américains, ils ont peur de Poutine, les Américains, ils veulent... » Non, non. Les Américains n'ont pas peur de Poutine ni de la Chine. Ils ont peur que le capitalisme européen émancipé y investisse massivement. Et la crise iranienne, c'est ça. La crise iranienne, c'est bloquer le développement de l'automobile et de toute la technologie française et européenne qui allait investir en Iran. Les Américains savent très bien que les Iraniens ne sont pas un adversaire stratégique. Les Américains savent très bien que la Russie de Poutine, si elle est capable d'avoir des ordonnancements militaires sur le conflit syrien, qui est un conflit très limité, elle n'a aucune capacité stratégique mondiale à affronter l'ordre américain d'une manière massive et frontale. Ce qui fait peur à l'ordre américain, c'est que justement, cette Russie qui, malgré les modernisations poutiniennes, est encore très archaïque, très faible, très vétuste, soit modernisée de manière intensive par la technologie européenne. Donc, la guerre qui se joue pour le repartage militaire des marchés, pour écouler cette saturation des marchés, c'est le conflit qu'avait vu Mitterrand, c'est le conflit qu'avait vu De Gaulle, et c'est le conflit qu'avait vu Marx, puisque Marx avait prévu tout ça dans le fameux passage sur les crises du Pacifique. L'Amérique n'a qu'un ennemi, c'est l'Europe. Donc, creusez tout ça et dites-vous bien que les vidéos que vous écoutez, c'est bien gentil, les émissions que vous écoutez, c'est bien gentil, mais qu'il faut creuser. Il faut creuser, toujours lire, toujours creuser, parce que tout ce qui se passe a été vu, analysé et prévu par des groupes radicaux qui ne se sont pas contentés de l'écume des choses, mais qui ont fait justement ce savoir critique d'intensité pour aller à l'essence des profondeurs. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est précisément un mouvement qui a compris plein de choses sur le terrorisme étatique, sur le réformisme. Il y a une vaste colère qui est en repos. Et cette vaste colère qui est en repos, quand la crise qui se prépare va frapper, elle va surgir, elle va se réveiller et elle fera tornade. C'est donc à ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut préparer contre tous les réformistes qui veulent nous vendre une merde étatique nouvelle, une merde marchande nouvelle. Non, non. On en revient à la première internationale, à bas l'État, à bas l'argent, et vive la communauté humaine pour une production humaine débarrassée de la puanteur marchande. Voilà, j'en ai fini, puis alors je vous donne la parole. J'espère que j'ai pas été trop long.